Bienvenue à notre émission. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Joseph Sandmankin, polyglotte, écrivain, diplomate, ancien ministre des Arts et de la Culture, qui rajeunit à chaque fois que je le vois. Bienvenue Joseph. Vous étiez ministre des Arts et de la Culture au cours des années 90. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos accomplissements ? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour ces mots extrêmement gentils pour m'accueillir. Alors, comme ministre, il y a eu pas mal de réalisations et la toute première dont je suis extrêmement fier, c'est d'avoir réussi à mettre sur pied la Bibliothèque nationale. Parce que pendant beaucoup d'années, on parlait de la nécessité d'avoir une bibliothèque nationale. C'est fait. Ensuite, quand j'étais ministre, il y a eu l'occasion de la commémoration du 400e anniversaire de l'arrivée du prince hollandais, Maurice de Nassau. Son arrière-petit-petit-fils descendant, un autre Maurice de Nassau, est venu et avec lui, nous avons créé le musée sur le lieu même où les Hollandais avaient débarqué, c'est-à-dire à côté du Grand Port. Et on a donné le nom de ce musée, le nom de Frédéric Hendrick, qui était le capitaine du bateau. Là. Alors, il y a ça. Ensuite, il y a les autres musées d'art. Et ensuite, il y a surtout les claques. Qu'est-ce que c'est une claque? Les claques, c'est une gifle, non? Oui, c'est une espèce de gifle à l'ignorance, si on veut. Alors, les claques, ce sont les centres de lecture et d'animation culturelle. Ça, c'est à l'initiative du gouvernement français qui s'était mis, dans l'idée qu'il fallait encourager les jeunes à lire, et c'est ainsi que, disons, beaucoup de pays d'Afrique ont bénéficié du soutien français pour l'ouverture des claques dans des pays. Et quand je suis arrivé, il y avait, je crois, 4 ou 5 claques, et là, nous avons décidé d'accroître le nombre. Ce qui fait que, par la suite, nous avons, je crois, aujourd'hui, au moins une quinzaine de claques qui ont été mises en place. Et les claques font deux choses. D'abord, ça sert de bibliothèque. On a les livres en français. Et moi, j'ai dit qu'il faudrait avoir aussi des livres en anglais, en hindi, dans d'autres langues, puisque l'île Maurice est polyglotte, ce qu'on a fait. Je suis très content. Le deuxième volet, c'est le fait que les claques, ce n'est pas seulement pour la lecture, mais permettre aux gens de la région de découvrir un peu la culture des autres ou bien leur propre culture. Et c'est ainsi qu'on a fait venir, on fait des recherches pour trouver des artistes de la religion, des chanteurs ou chanteuses, ou des acteurs, ou même des magiciens qui viennent là. Est-ce qu'il y a des magiciens à l'île Maurice? Oui, il y en a. C'est-à-dire que quand j'étais ministre, c'est là que je me suis dit qu'il fallait accroître nos activités. Là, on a recherché, on a fait le tour, et on a trouvé, il y avait quelques jeunes qui se lançaient dans ce métier, et je suis très heureux de les avoir encouragés. Et aujourd'hui, on les voit un peu partout, ils sont invités dans des fêtes privées ou un peu publiques pour faire des séances de magie. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez le premier ministre dévoué à l'interculturel à l'île Maurice? En fait, on a eu la chance, c'est-à-dire que le Premier ministre Amin Ramgoolam à l'époque avait créé ce ministère et m'avait confié justement le soin de m'occuper de la culture. Et quand je suis arrivé, et d'ailleurs, cela se faisait dans le passé, l'île Maurice, qui a plusieurs communautés et qui est riche de plusieurs cultures, célèbre durant l'année les 4 grandes fêtes relevant de 4 grandes cultures. C'est-à-dire, si on prend au début de l'année, il y a le Nouvel An chinois, c'est la fête du printemps. Et à l'époque, c'était suivi tout de suite du Ramadan, la fête du Ramadan. Après, plus tard, on a le Diwali, la fête des Lumières, qui est une fête extraordinaire, d'un symbolisme extraordinaire, vraiment. Et ensuite, il y a la fête de Noël. Alors, donc, il y avait ça. Et ce dont j'étais content d'avoir fait, c'est que ces célébrations ne soient pas réservées uniquement à une culture. Par exemple, on avait des programmes à la télévision, et je me suis fait un devoir d'amener les personnes d'autres communautés, d'autres cultures, à participer dans ces programmes. Dans le programme même, c'est-à-dire la fête chinoise, dont je faisais venir aussi des non-chinois pour chanter.
Et ensuite délocaliser, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude uniquement de faire des fêtes dans les villes. Alors, je me suis dit non, il faut aller en dehors de la ville, il faut aller ailleurs. C'est ainsi que j'ai amené la fête de Noël dans d'autres endroits. Par exemple, j'ai fait fêter la fête de Noël, par exemple, au Vieux-Grand-Port. Ensuite, fête de Noël également, je crois qu'on l'a fait à la baie du Tombeau. La fête chinoise, on l'a fait à Flac et ensuite au jardin de Pamplemousse. La fête indienne de Diwali, on l'a célébrée au jardin Telfer. Et c'est là pour la première fois que nous avons utilisé le laser, etc. Moi, j'ai voulu amener tous les Mauriciens à connaître toutes les cultures. Vous êtes donc un grand Mauricien, un grand patriote, et vous étiez diplomate à vos heures. Parlez-nous un peu de cette diplomatie. Comment est-ce que vous êtes devenu diplomate? Ah oui, ça c'est la chance, c'est une chance. Je suis arrivé au bon moment, au moment où le pays allait accéder à l'indépendance. Et là, dans sa sagesse, bien sûr, ce Siusaga, pour qui j'ai la plus grande admiration, comme vous le savez, lui, il avait prévu qu'il fallait former des diplomates. Et là, on s'est mis à choisir des jeunes. Et à l'époque, on prenait surtout les education officers qui partaient faire des études, soit à Oxford, soit ailleurs, en Australie, un peu partout. Et dans ce lot, bien sûr, il y a quelques grands gars. Je pense à mes amis Jess Ramsing. Et dans le lot où nous avons été choisis, nous étions 3. Il y avait Gyan Nat, ensuite Navina Kalou. On était ensemble. Et eux, ils ont été recevoir leur formation, je crois, l'un dans l'Inde et l'autre en Australie. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à Genève, à l'Institut de hautes études internationales. Donc, j'ai passé. Vous étiez aussi à Paris, il me semble, en non, 68. Après, non, justement. C'est-à-dire que juste après la formation, donc, il m'a été demandé d'aller à Paris. Donc, je suis allé à Paris. Et là, j'ai été rejoindre Raymond Chal, pour qui j'ai la plus grande admiration. Un grand Mauricien, grand travailleur, et pour qui l'île Maurice ne finira jamais de lui dire merci pour tout ce travail immense qu'il accomplit pour les Mauriciens. Si aujourd'hui on est dans la bande des pays développés, enfin toute mesure, proportion gardée, mais c'est grâce à ce travail accompli à Bruxelles. Je peux et dire. vous allez publier un livre très bientôt sur Charles, Oui, il me semble. Exact, c'est exact. Ce livre, c'est Destin croisé auprès de Raymond Chal. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur de français et de latin, je crois. Alors, professeur de français, c'est lui qui nous a fait découvrir les poètes symbolistes. Ah oui, c'était des moments extraordinaires. Et après, je l'ai eu comme collègue à l'ambassade. Et là, nous avons continué à faire des choses en littérature. On a lancé la revue L'Étoile et la Clé, dans laquelle nous avons publié au moins une soixantaine ou plus de poètes de la francophonie. Justement, je vous connais d'abord en tant que poète. Quand j'étais au Collège Royal, on m'a donné un prix et c'était les poèmes de Salman King. Ah bon? Et alors, ça remonte à 1958. Est-ce que vous êtes toujours poète et est-ce que on m'a dit que vous aviez juste en novembre publié ce livre qui s'appelle Entering the Chinese Mind. Oui. Que veut dire Entering the Chinese Mind? Ah, bon, répondre à la première question d'abord, est-ce que je suis poète? On a quelqu'un qui a dit que écrire des poèmes quand on a 15 ans, c'est qu'on a 15 ans. Mais si on écrit des poèmes à 70 ans, là, on est poète. On est passé ailleurs. Oui. Alors, donc, maintenant, Entering the Chinese Mind. Ah bon, ça, c'est... La publication, c'est fortuite. C'est par pur accident que c'est arrivé à être publié. Ce qui est arrivé, c'est que je me trouvais au Commonwealth, à Londres, et on a entamé une discussion à partir d'un livre qui a été fait par un Américain sur les relations de la Chine et le reste du monde. Alors, en feuilletant le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que l'auteur ne semblait pas avoir bien vraiment compris, parce que parfois, on regarde les autres à travers ses propres lunettes, on ne voit pas très bien. Mais nous, Mauriciens, pas moi seul, tous les Mauriciens, nous avons cette chance unique de pouvoir voir nos propres cultures à travers les yeux des autres. Ce qui fait que, étant Mauricien,
je peux comprendre la culture chinoise avec un regard européen. Et quand je regarde la culture européenne, je peux comprendre à partir du regard chinois. C'est-à-dire que nous, à Maurice, on a une double vue. On n'est pas à l'intérieur. Il y a cette distanciation, on peut être en dehors et voir du dehors ce que c'est. Et c'est ainsi que j'ai compris. Alors quand j'ai dit que le gars a dit des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, je ne dis pas qu'ils soient fausses, mais tout est dans les nuances, parce que c'est un prof d'université, c'est pas un imbécile, il sait de quoi il parle, mais seulement il y a des nuances, tout se joue dans les nuances, il n'y a pas de noir et blanc, dans le gris, la grisaille. Alors il y avait des petites nuances, alors là j'ai dit... Bon. Et là, on m'a dit, mais toi, tu sais pas, qu'est-ce que tu dis? Bon, j'ai dit, j'ai illustré en lisant un des petits poèmes que j'avais publiés. Et là, la dame m'a dit, mais la directrice du Commonwealth là-bas, elle m'a dit, mais ça, il faudrait publier et les distribuer parmi les diplomates dans les ministères des Affaires étrangères pour qu'on puisse arriver à mieux comprendre l'esprit chinois, parce qu'on doit traiter avec eux aujourd'hui, on ne les connaît pas, on ne comprend pas. Alors là, je suis rentré, je me suis attelé à la tâche, je me suis mis à écrire les autres. Alors, et après, ce texte devait être publié depuis 18 mois. Mais pourquoi est-ce que l'esprit chinois est si mystérieux, si difficile à comprendre? Moi, je vous comprends parfaitement. Est-ce que vous êtes plus mauricien que chinois ou plus chinois que mauricien? Moi, j'ai tout ça en moi. J'ai le mauricien, le chinois, le créole, l'indien, parce que je me sens tellement bien. Si on me demandait de vivre dans un pays monolingue, monoculturel, je serais malheureux. Alors donc, je vais en Chine, je suis très content, la nourriture, la famille, parce que j'ai cousins et neveux là-bas, ils parlent une seule langue, une seule culture, c'est très bien là-bas. Mais au bout de quelques temps, j'ai besoin à nouveau de bouger. Ah oui. J'ai besoin de bouger. Je ne peux pas enfermer dans une seule culture. Donc l'île Maurice, pour vous, c'est ce laboratoire humain extraordinaire, tel qu'il est extraordinaire. Les Mauriciens ne se rendent pas compte. Moi, je vois souvent tous ces des bagarres, des histoires. On perd du temps alors qu'on a autour de nous des richesses qu'on laisse de côté, on n'en profite pas. Vous savez quelle chance qu'on a ici à Maurice? C'est ce que Malcolm de Chazal a dit. Et je pense que vous avez beaucoup d'admiration pour Malcolm. Et pourquoi pas? C'est un génie, un homme extraordinaire, un colosse. Vous l'avez connu personnellement? Oui, je l'ai connu. Et oui, bon, ça c'est extraordinaire parce que du temps, j'avais, je crois, 15 ans. J'habitais Port-Louis et les matins, parfois, j'allais marcher au Champ de Mars. Le matin avec des amis, et un jour, on se voit, Malcolm de Chazal, bon, moi j'ai dit, bon, ce célèbre personnage, je suis allé vers lui pour... Alors il m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous êtes qui? Alors donc, vous voulez me parler? Ça, il me disait, mais non, qui va parler? C'est vous, c'est moi. C'est moi. À ce moment-là, il a commencé à parler. Il avait toujours son petit chapeau sur la tête. Il croyait que vous étiez une fleur, parce qu'il parle de fleurs. Il vient vous dire, alors... et là, il me parle de sa découverte d'un jeune poète dont j'ai oublié le nom, qui venait de publier un livre de poésie, dont je me souviens bien des premiers vers dans ce poème. Il écrit sur une banane. J'ai plus une banane, l'odeur m'exalte. Alors pour Malcolm de Chazal, c'était un poème extraordinaire. Il dit voilà, parce que ce gars-là, c'est pas simplement un poème intellectuel sorti de sa tête, mais c'est vécu, c'est senti. Donc ce gars est quelqu'un qui sent et quelqu'un qui est près de la vérité. Mais revenons à San Mankin. Oui. Il a écrit un très beau poème sur l'île Maurice en 1968 pour l'indépendance de l'île. Est-ce que vous pourriez le lire et nous expliquer les circonstances dans lesquelles vous avez écrit ce poème? Oui, c'est-à-dire que je me trouvais justement à Genève pour les études dont je parlais tout à l'heure, à l'Institut de hautes études internationales. Et là on savait que l'île Maurice devenait indépendante le 12 mars. Et je me suis déplacé, j'ai pris l'avion de Genève pour aller à Londres célébrer l'indépendance avec la Haute Commission et tous les Mauriciens. Parce qu'à Genève, il y avait peu de Mauriciens, donc je suis allé là-bas. Et avant d'aller là, j'ai griffonné quelque chose, un petit poème, d'ailleurs que j'ai retouché de temps en temps. Mais voilà, je vous lis ce petit poème. Dédié à Malcolm? Non, à l'île Maurice plutôt. À l'île Maurice. Ça s'appelle « Je vous salue mon île ».
C'est dans l'Alexandrin. Hein. Je vous salue mon île arrachée à l'oubli, où les matins en fête réveillent le soleil. Les dauphins courent après boutres et caravelles, et les loups lamentins somnolent indifférents. Je vous salue mon île où les kestrels farouches tutoient les flamboyants au frais de la cascade. Le dodo fait la sieste à l'ombre de l'ébène, et l'arc-en-ciel vient s'abreuver au flanc du Morne. Je vous salue mon île où meurent les volcans. La canne fait son sucre où le temps rec se terre. Les marins sont venus apporter leurs cyclones. Bulbuls et gouramis dialoguent dans la paix. Je vous salue mon île arrosée d'alizés. Les peuples nus d'Afrique, de l'Inde et de la Chine ont nourri de leur sang et du feu de leurs rêves la terre mauricienne aujourd'hui libérée. Et aujourd'hui, Maurice est neuve, Maurice est fier de ses jeunes couleurs, rouge et bleu, jaune et vert. Les fantômes du doute ont tous déménagé. Le peuple et le soleil se lèvent et se saluent. Vivez Maurice, allez mon île, et qu'à jamais on voit temples et mosquées, pagodes et cathédrales, proclamer à la mer qui caresse vos flancs notre foi immuable en la fraternité. Très beau. Merci. Très beau, très patriotique. À l'époque, Sir C.O. Sagar a lu ce poème. Non, ça n'a jamais été publié. Il Oui. paraît que Joseph Sanmankin ne dort jamais parce que vous êtes prolifique, vous publiez livre après livre. Vous venez de publier un très grand livre qui s'appelle « Les héritiers de la franc-maçonnerie égyptienne de Memphis Mizraïm ». Pourquoi un autre livre sur la franc-maçonnerie quand il y en a tant? C'est une longue histoire. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, bon, la maçonnerie, c'est un groupe mystérieux de gens cachés qui font des choses. Et quand j'étais petit, on me disait que quand les maçons meurent, on leur coupe la tête, etc. Toutes sortes d'histoires. C'est pas vrai? On verra. Et puis ça, on disait aussi que, bon, dans les temples, les maçons doivent marcher sur la croix du Christ, etc. Tout ça, c'est des... Bon. Et il suffit simplement pour le grand public de savoir que c'est une école de gens qui s'interrogent, qui cherchent la vérité, qui s'interrogent. Il y a 4 grands courants. Il y a un courant qui est comme une université, on vient pour étudier des problèmes de société. C'est pour ça que, par exemple, il y a un groupe qui a été très en avance sur la question des droits de l'homme, la femme, l'avortement, etc., etc. Il y a une école laïque, il y a une école qui est plus symbolique, c'est une école de construction de sa propre personne, où ces gars qui vont là, ils utilisent les outils du maçon, de l'ouvrier, lesquels le compas, pour ciseler eux-mêmes, se donner, enlever le défaut pour devenir de bons citoyens et de bons êtres humains. Et puis ça, il y a un autre groupe qui s'intéresse beaucoup plus aux affaires, enfin l'histoire de la P2, contacts financiers, etc. Ça aussi, ça existe. Et puis, il y a un autre groupe qui est purement, beaucoup plus ésotérique, qui est héritière de ces traditions, soi-disant, enfin, parce que, en guillemets, toujours, venues de l'Égypte, à travers la Grèce, etc., etc. Bon. Et on sait que quand on lit les auteurs grecs, les auteurs latins, Apulée, Hérodote, etc., on sait qu'ils ont été initiés. Et ce qui est extraordinaire, initiés, ça veut dire qu'ils passent par une cérémonie qui les met en présence d'eux-mêmes, et puis, ils ne sont plus les mêmes êtres humains, ce sont des hommes qui cherchent la vérité, ce ne sont pas des hommes... Si vraiment le gars a été initié, il a reçu sa formation, ce ne sont pas des hommes qui vont courir uniquement après les biens matériels, qui vont essayer de tromper les autres pour avoir plus d'argent. Vous avez été initié vous-même à Paris, il me semble, et vous avez introduit ces rites égyptiens ici à l'île Maurice. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire il y a, comme je dis, il y a au sein de la maçonnerie, il y a plusieurs écoles, plusieurs groupes, et donc qui pratiquent différents types de méthodes de travail. Or, celui-là, celui qui est la méthode égyptienne, il n'y a pas de livre dessus. Il y a des livres qui donnent une version de l'histoire en France et d'autres histoires en Belgique, ou bien on doit un petit bout aux États-Unis, il y a un autre petit bout en Australie, un autre bout en Allemagne, l'autre en Espagne. Alors moi,
je dis, bon, je voulais avoir une vue d'ensemble, puisqu'il n'existe pas. Alors c'est là que je me suis attelé à cette tâche d'avoir une vue d'ensemble, parce que moi j'aime bien brasser les choses, j'aime voir les choses dans leur ensemble. Et ce livre, c'est pas pour parler de ce qu'on fait à l'intérieur, c'est un livre qui explique le phénomène social, en tant qu'un phénomène social dans la vie. D'ailleurs, j'ai un autre livre qui est terminé, qui va être publié, c'est Les francs-maçonneries dans les îles de l'océan Indien. C'est-à-dire où je mets ce phénomène dans le développement de l'histoire de Maurice. Justement, Jacques Cousin dit dans la préface que l'île Maurice est une sorte de colonie maçonnique à laquelle il était impossible d'accorder une quelconque indépendance. Que veut dire, d'après vous, une colonie maçonnique? Là, on arrive à des problèmes, justement, phénomène social, phénomène politique, phénomène bien sûr délicat. C'est-à-dire que, bon, il se trouve que disons, les pays, au bout d'un certain temps, après avoir été colonisés, demandent à des indépendants à gérer leurs affaires eux-mêmes. Gérer eux-mêmes, c'est-à-dire que on va prendre des décisions soi-même ici sans avoir à nous référer à Londres ou auparavant à Paris. Bon. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de ces institutions n'ont pas pris leur indépendance et qui sont après 40 années, ils sont encore dépendants de Paris ou de Londres. Alors là, ce qui est assez gênant, c'est que quand on regarde l'Afrique, on a beau dire, les Africains, 2 années ou 3 années après, parce qu'ils ont obtenu la plupart d'entre eux leur indépendance dans les années 60, et 2-3 années après, ils sont devenus indépendants. Par exemple, je prends le cas de notre voisine, l'île de Madagascar, où ils deviennent indépendants en 60 et en 62, ils ont leur grande dose malgache. C'est-à-dire que ici, on a... Je ne veux pas donner l'impression d'être comme si, d'être critique ou d'être trop spécifique, mais dans la tendance générale, il est souhaitable que, moi je crois que les uns et les autres assument leurs responsabilités. On ne peut pas... Parce que d'autant plus que l'école de la maçonnerie, partout on le dit, on l'écrit, dans tous les livres, vous allez voir, ils disent que c'est une école de formation humaine et pour vous amener à être un homme libre. Mais si je suis un homme libre, ne me demandez pas, après 40 ans, de venir vous demander la permission de faire quoi que ce soit. Mais la franc-maçonnerie est tellement mystérieuse que les jeunes n'arrivent pas à former une idée très claire de la... D'après vous, quel conseil est-ce que vous donneriez aux jeunes pour apprendre quelque chose au sujet de la franc-maçonnerie? Moi, je crois que chaque chose en son temps. Il y a un âge pour les études, un âge pour le travail. Un âge pour l'amour. Un âge pour l'amour, et chaque chose en son temps. Et un jeune, d'abord, l'être humain, il prend plus c'est l'animal qui prend le plus de temps pour s'apprêter, pour être responsable. Bon, 20-25 ans, il commence à travailler. Il a une famille, il fonde une famille. Alors, il y a parmi ces jeunes, 20-25 ans, il y a un moment où on s'interroge sur le sens de ce que l'on fait. Ça sert à quoi? J'ai mes enfants, bon, je vais m'occuper d'eux, j'ai ça, mais après, qu'est-ce qu'il y a après? J'ai une femme que j'aime bien, j'ai des enfants que j'aime bien, j'ai une famille autour de moi que j'aime bien, mais il se trouve qu'à un moment donné, l'être humain s'interroge sur le sens de sa vie. Exactement. Et c'est là, quand il se met à s'interroger sur ses relations avec l'éternité, il se met à chercher, il se met à lire. Et inévitablement, il va aboutir à une école, je ne dis pas maçonnique, à une école ésotérique, parce que les écoles existent dans tous les pays. Maçonnerie, ça c'est la tradition ésotérique de l'Occident. Mais en Asie, en Inde, il y a son ésotérisme. En Chine, ce qui est surprenant, moi, à un moment donné, j'avais cru que ces enseignements avaient disparu. Or, il y a quelques années, j'avais un professeur de Tai Chi, de Chine, qui m'a appris des choses et j'ai posé certaines questions. Tout de suite, il m'a répondu. Je vais vous illustrer parce qu'il n'y a pas de grand mystère là-dedans pour vous donner une idée de cette découverte. Vous savez que quand vous regardez les statues, les représentations des divinités ou des pharaons, tout de suite, les deux mains, ils s'adressent à un soleil, au soleil.
et les deux mains, on voit ça, par le soleil. Bon. Mais pour nous, profanes, qui ne lisons pas l'égyptien, qui ne déchiffrons pas les hiéroglyphes, on regarde ce geste. C'est un geste comme ça. Mais ça a un sens. C'est pas tout. Le professeur de Tai Chi, grand maître, il me dit, vous faites comme ça vis-à-vis du soleil. Vous envoyez votre chi, votre souffle, prana. Vous l'envoyez, il revient vers vous. Et attendez. Donc ça veut dire que quand on a perdu la langue, pas hébraïque, la langue égyptienne, et on voit que les images, il y a quelque chose de tradition orale qui a disparu. Or ici, quand il m'a dit ça, j'ai vu cette reconnexion et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que vous le faites vis-à-vis de la Lune? Il me dit, bien sûr. Quand je vous parle là, j'ai des frissons parce que ses yeux se sont éclairés. Et il est allé plus loin, il me dit aussi les étoiles, l'univers. Alors là, j'ai senti, et puis ça, il y a autre chose là. Et voilà, une conversation avec Joseph Salmankin nous emmène vers l'univers, vers les étoiles, vers la réflexion, vers la pensée, vers le monde de la franc-maçonnerie, vers les sonnets et la poésie. Et j'espère que vous allez mettre à exécution vos projets pour l'année prochaine, pour cette année, et que nous aurons le grand plaisir de vous accueillir de nouveau pour parler des nouveaux livres. Et encore une fois, merci Joseph d'être venu aujourd'hui. Merci à vous d'avoir eu l'occasion de bavarder. Merci.